Merci de nous rejoindre sur Radio J comme chaque matin et elle est avec nous, l'avocate Karen Noblinski que nous sommes ravis de retrouver. Bonjour Karen. Bonjour Ilana. Et oui, c'est la dernière chronique de la saison et Karen, vous souhaitiez nous parler tout d'abord des violences vicariantes. Bien sûr Ilana, est-ce que vous connaissez ce terme? Eh ben, vous allez nous l'expliquer. Exactement, violence vicariante dont on entend finalement peu parler en France. Et pourtant, c'est partout autour de nous et depuis plusieurs années. Je vous donne un exemple très simple. Ce week-end par exemple. On a tous entendu parler de la jeune Célia, oui, qui a été retrouvée morte dans la nuit de samedi, après qu'une alerte enlèvement ait été envoyée par sa mère à 18h. Célia, 6 ans, son corps a été retrouvé quelques heures après. Et ça, c'était pas arrivé depuis 2006, qu'il y ait un enfant retrouvé mort après le lancement d'une alerte enlèvement dans un si court laps de temps. Et le principal suspect dans ce dossier, c'est d'ailleurs son beau-père, qui a été placé en garde à vue quelques heures après, sur un fond de violence conjugale avec la mère de Célia. Aujourd'hui, évidemment, l'enquête qui est en cours, si une information judiciaire n'a pas déjà été ouverte, elle est des chefs de tentative de meurtre sur la mère, mais aussi meurtre sur l'enfant. Alors maltraiter les enfants dans le cadre de conflits conjugaux, ça porte un nom. Et ça, c'est les violences vicariantes. C'est l'utilisation des enfants comme objet de torture pour détruire le parent, victime, la plupart du temps, la mère. C'est avant, pendant ou après la séparation des auteurs de violences conjugales qui vont utiliser les enfants pour blesser psychologiquement leur conjoint comme un outil, finalement, d'emprise. C'est finalement un terme, effectivement, peu connu en France et celle qui en est à l'origine, c'est une femme qui s'appelle Sonia Viacaro, qui est une psychologue argentine, qui est à l'origine de l'expression qu'elle définit comme une agression exercée contre une femme par le biais de ses enfants, avec l'objectif de la faire souffrir. Et en 2017, cette notion elle a été intégrée par le pacte d'État contre la violence de genre. Et plus récemment, en 2021, l'Espagne, qui fait quand même office du traitement idéal en Europe des violences sexuelles, des violences conjugales, avec une politique qui évidemment ne fait que s'améliorer en matière de législation et de code pénal. Il y avait eu à l'époque un double infanticide bouleversant le pays et le Premier ministre espagnol ainsi que son gouvernement avaient décidé de faire des violences vicariantes une véritable violence qu'ils inscriraient dans le code pénal. Alors vous me voyez venir quand même Ilana et vous savez de quoi je parle. Aujourd'hui, il me semble qu'il faut intégrer la question des violences vicariantes dans le code pénal pour leur donner un véritable fondement. Parce que oui, nommer les choses, évidemment, ces violences vicariantes, elles doivent avoir une symbolique, mais aussi une existence dans notre code pénal pour en finir contre les violences infantiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les 5 jours, c'est un enfant qui meurt sous les coups, soit des parents, soit d'un proche. Un enfant donc par semaine, tous les 5 jours. C'est 160 000 enfants par an qui font l'objet de violences sexuelles sur mineurs chaque année. Et au fur et à mesure de notre législation, nous avons nommé les choses, que ce soit en matière de harcèlement scolaire, dont nous avons beaucoup parlé cette année à votre micro, Ilana, oui, que ce soit en matière de cyberharcèlement, de violences sexuelles sur mineurs ou de violences conjugales. Aujourd'hui, nous devons aller plus loin pour ces enfants qui périssent dans le silence au sein des foyers et qui font l'objet de ces violences dont elles sont finalement directement le continuum de violences conjugales. C'est une partie intégrante des violences conjugales et il me semblait important ce matin à votre micro, oui, de faire une demande que je pense nous prolongerons dans le cadre de travaux parce qu'il faut bien évidemment des travaux sur ce point-là pour que nous aussi, les violences vicariantes, fassent partie intégrante de notre code pénal. Alors Karen, vous souhaitiez aussi terminer cette tribune avec quand même une note pleine d'espoir. Alors une note pleine d'espoir. Pourquoi aujourd'hui, vous l'avez dit, Ilana, parce qu'en me réveillant, je vous ai écouté en live. C'est effectivement, on est le 16 juillet. Oui. Alors, on ne peut pas ne pas penser au 16 et 17 juillet 42, à la rafle du Vel d'Hiv, où 12 884 hommes, femmes, enfants, juifs sont arrêtés par la police. Une date extrêmement importante parce que c'est la plus grande des rafles que nous ayons connues. Et pourquoi une note d'espoir? Parce que 82 ans après, hier dans Paris, vous en avez parlé, Léon Levkovitch, je ne veux surtout pas abîmer son nom, rescapé d'Auschwitz-Birkenau et relayeur de la flamme olympique de la mémoire. Il portait cette flamme hier dans Paris à 13h30 dans un départ qui était vu par des centaines de personnes. Et ce rescapé a participé au relais sur les lieux mêmes de l'emplacement du Vel d'Hiv. Effectivement. Oui.
Oui, c'est un message d'espoir. Et oui, c'est des images que nous pourrons regarder avec force, surtout dans une année où je terminerai sur ces mots. Je suis fière d'avoir pu, à mon humble niveau, combattre avec vous l'antisémitisme et le dénoncer. Et je remercie à Radio J de nous laisser cette opportunité au quotidien. Eh bien, bravo à vous, Karen Noblinski. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, Léon qui a porté hier cette flamme olympique, qui est devenu à 19 ans champion de France de poids et d'haltère, et toujours aussi fan de sport et inconditionnel des Jeux Olympiques. Il rêvait véritablement de porter cette flamme. Merci beaucoup, Karen. On vous retrouve avec grand plaisir à la rentrée. Passez un bel été. Bonnes vacances, Ilana.